Alors, comme vous voyez, effectivement, ces jeunes travailleurs quand même investissent de façon importante le marché du travail. Quels sont en fait les défis relativement à l'intégration de ces jeunes-là en l'emploi en matière de santé-sécurité? Alors, évidemment, la présence de ces jeunes sur le marché du travail a des répercussions sur leur santé et leur sécurité. Donc, simplement en termes de représentation, donc on a encore dénombré en 2016 plus de 10 200 lésions professionnelles chez les jeunes de 24 ans et moins et pas loin de 2 500 lésions pour les 19 ans et moins. On a une durée moyenne d'indemnisation en 2016 de 33 jours. Donc, ça veut dire qu'on fait face à des événements accidentels, des accidents qui sont quand même pas mineurs. Et bon an, mal an, 6 de ces lésions-là entraînent effectivement une atteinte permanente. Alors, il faut considérer qu'un jeune de 15, 16, 17 ans qui va se blesser va donc poursuivre sa carrière professionnelle avec cette atteinte permanente-là. Donc, c'est ce qui nous amène beaucoup à s'intéresser à cette question. Et bon an, mal an, depuis à peu près 10 ans, on dénombre à peu près 10 décès année en moyenne auprès de cette population. On a des travaux qui nous permettent maintenant de mieux comprendre les enjeux liés à l'intégration dans un nouvel emploi et la santé-sécurité. Donc, il est très clair maintenant que pour tout type de travailleurs de tous âges, l'entrée dans un nouvel emploi est une situation qui le place un peu plus à risque. Alors, les études qui ont été faites par Breslin montrent que les travailleurs ont de 5 à 7 fois plus, sont susceptibles d'être victimes d'un accident beaucoup plus fréquemment dans les premières semaines d'un nouvel emploi. Et ça, peu importe l'âge. On sait aussi que la mobilité d'emploi, plus que l'âge, va permettre d'expliquer le risque de lésions professionnelles chez les 25 ans et moins. Et aussi, des données de l'écotest nous permettaient de voir aussi que plus de 15 des travailleurs accidentés disaient accomplir une nouvelle tâche au moment où ils ont été victimes d'un accident de travail. Donc, on voit très bien cette entrée dans un nouvel environnement par rapport à des nouvelles tâches à faire, pouvoir s'intégrer dans une équipe, comprendre les procédures, est comme un moment, en fait, charnière qui place effectivement nos jeunes travailleurs, mais aussi tous les types de travailleurs d'âge variés, dans une situation beaucoup plus à risque. On remarque que dans les postes d'entrée où se retrouvent aussi plus de jeunes travailleurs, il s'agit de postes souvent où les jeunes ont à composer avec un plus fort cumul de contraintes physiques de travail. Et depuis très longtemps, on sait qu'il y a une association entre ce cumul de contraintes et une augmentation du risque de lésions professionnelles. Donc, pour essayer d'avoir un peu un portrait de qu'est-ce que ça veut dire, cette entrée précoce sur les jeunes du marché du travail, bien, on a des données qui nous reviennent, en fait, de l'enquête longitudinale du développement des enfants du Québec. C'est une enquête qui suit une cohorte de jeunes nés en 97-98, depuis plus de 20 ans maintenant, et qui nous permet de constater que dès l'âge de 15 ans, il y avait plus de 41 de ces jeunes qui affirmaient avoir travaillé pendant l'année scolaire. Évidemment, une proportion de filles plus importante que de garçons. Et parmi ceux qui travaillaient pendant l'année scolaire, on voit quand même que 40 d'entre eux occupaient un emploi pour un employeur ou bien dans l'entreprise familiale. Et dans ce cas-ci, on voit une proportion de garçons beaucoup plus importante qui font une entrée peut-être plus rapide dans le marché formel de l'emploi dès l'âge de 15 ans, même s'ils sont à l'école secondaire et qu'ils étudient à temps plein. Donc, c'est un groupe, en fait, de la population active qui n'est pas monitoré dans les grandes enquêtes démographiques, puisqu'on ne tient pas compte des étudiants, travailleurs, dans l'estimé, en fait, de la population active. Donc, c'est pour ça qu'on a essayé de commencer à documenter un petit peu cette réalité-là. Donc, évidemment, ces jeunes-là ne travaillent pas 35 heures semaine, on est bien d'accord avec vous, mais on voit aussi dans cette enquête que le fait d'amorcer son entrée dans le monde du travail chez un employeur ou l'entreprise familiale vient tout de suite augmenter ou doubler le nombre d'heures moyennes travaillées par ces jeunes. Et on voit quand même aussi dans ce groupe-là plus de 30 qui déjà vont consacrer plus de 10 heures semaine à l'emploi, bien qu'ils n'ont que 15 ans, je tiens à le répéter ici. Évidemment, on va retrouver ces jeunes-là distribués dans des genres de travail qu'on connaît assez bien, donc dans le secteur du commerce, comme commis-vendeur, plusieurs dans le secteur de la restauration. Peut-être quelque chose qu'on connaît un peu moins, on les retrouve aussi comme journaliers, ouvriers aussi dans les usines.
et une proportion non négligeable aussi qui se retrouve à travailler à la ferme. Et dans le domaine de l'agriculture, là, vous comprendrez bien que c'est plutôt des jeunes qui, effectivement, travaillent pour l'entreprise familiale dans ce contexte-là. Et vous voyez que dans le secteur du commerce, de la restauration ou au niveau du travail agricole, ben c'est déjà des jeunes qui cumulent un nombre d'heures qui touche déjà 10 heures par semaine avec lequel ils doivent composer. Évidemment, dans cette enquête-là, on a essayé de sonder aussi les blessures au travail. Compte tenu qu'ils ne sont pas exposés beaucoup, puisqu'ils travaillent peu d'heures par semaine, 2 questions avaient été posées. Donc, s'ils avaient été eux-mêmes victimes et blessés au travail, ou s'ils avaient failli être blessés. C'est-à-dire, on sait qu'il y a plusieurs situations dans le cours du travail où les gens vont composer avec des incidents. Donc, ça nous permettait de capter un peu ces situations-là qui, finalement, ne se sont pas traduites comme blessures, mais qui auraient pu, finalement, engendrer des blessures auprès de ces jeunes. Donc, on voit ici à peu près 13% des jeunes qui occupaient un emploi chez un employeur déclarer avoir été victimes d'une blessure au travail. Ce pourcentage-là double lorsqu'on s'intéresse aux situations où il y aurait eu à composer avec certains incidents qui auraient pu se traduire comme une blessure pour eux. Et aussi, ce qui nous a intéressé, c'est de pouvoir aussi questionner sur est-ce que les jeunes vont ressentir de la douleur ou des sites de douleur fréquemment après une journée de travail. Quand on parle de prévention des lésions professionnelles, particulièrement pour les lésions autour du développement des troubles musculo-squelettiques, c'est un indicateur de prévention qui permet d'orienter des actions sur les postes de travail pour essayer de travailler sur les contraintes physiques de travail. Donc, on a 37% de ces jeunes qui nous rapportaient ressentir souvent et tout le temps au moins un endroit où ils avaient de la douleur après une journée de travail. Dans une autre étude qu'on a réalisée, cette fois-ci, ça a été un suivi, en fait, de 94 jeunes âgés de 15 à 21 ans pendant une session, en fait, scolaire. Ce qui nous intéressait de voir, c'était un peu les trajectoires d'entrée de ces jeunes-là sur le marché du travail et la mobilité sur une courte période également de leur réalité en termes d'emploi occupé. Alors, dans un premier temps, avec ces jeunes, à l'aide d'entrevues là, assez importantes d'une durée de 2 heures, on a pu reconstituer les trajectoires d'emploi dans le marché du travail et on a pu constater que de l'âge de 15 ans à l'âge de 19-20 ans, ils pouvaient avoir occupé entre 1 et 8 emplois différents, donc pour une moyenne de 4 emplois occupés. Très peu d'entre eux restaient effectivement dans le même genre d'emploi, à peu près 5 de notre petit échantillon, et 95 d'entre eux, évidemment, occupaient des emplois très différents, changeaient de secteur d'activité, donc pouvaient passer des métiers de la restauration au commerce de détail ou du travail dans les usines. Donc, c'était très, très varié avec une rapidité là, en termes de changement. Donc, je vous ramène avec les données que l'on connaît sur l'impact de la mobilité. On voit effectivement, on peut comprendre plus concrètement pourquoi, effectivement, ces jeunes-là peuvent être victimes d'accidents dans cette accélération de la mobilité qu'on voit dans la façon dont ils vont rentrer sur le marché du travail. On parle donc d'une expérience de travail variée, mais ils vont aussi avoir une expérience variée de santé au travail, si on peut parler ainsi. Donc, dans ce groupe-là encore, une majorité d'entre eux, donc 69 sur 94, rapportaient avoir été effectivement victimes d'un événement accidentel. Dans le cadre de cette étude, quand on classait cet événement comme un accident, on l'avait défini d'une façon particulière, c'est-à-dire le jeune devait avoir cessé son travail et s'être absenté au moins une journée du travail et avoir eu besoin d'une consultation d'un professionnel de la santé, donc de soins. Alors, 26 d'entre eux avaient effectivement été victimes au moins d'un accident de travail, mais ce qui nous intéresse ici davantage, c'est l'autre groupe qui rapporte en fait d'avoir dû composer avec beaucoup d'incidents fréquents dans l'exercice de leur travail. Et quand on parle d'incidents ici, c'est quand même un cumul de brûlures, coupures, contusions, donc différents petits événements qui n'ont pas du tout été déclarés, mais qui fait partie, comme ils le disent très bien, mais ça fait partie de la job qu'on a à faire. Donc, c'est un volet qui est assez peu connu sur comment, finalement, au fil du temps, dans ces emplois-là, les jeunes vont aussi composer avec certaines atteintes qui sont très, très invisibles là, dans leur entrée précoce sur le marché du travail.
Alors, avec ces mêmes jeunes-là, on s'est intéressé à documenter assez finement, en fait, les conditions d'accueil et de formation à l'embauche qu'ils ont eues dans l'emploi qu'ils occupaient au moment où on les a rencontrés en entrevue. Donc, un premier point qui est intéressant ici, c'est que dans la grande majorité des cas, ces jeunes-là n'avaient aucune expérience professionnelle en lien avec leur emploi au moment de l'embauche dans ce nouvel emploi. Et dans presque la totalité des cas, le dispositif d'accueil était plutôt minimal, c'est-à-dire on arrive dans notre emploi, on se fait peu présenter à l'équipe de travail, on se fait placer sur un poste et on va expliquer les tâches à faire pendant quelques minutes. Dans certains cas, aucune personne en position de supervision ne les accompagnait dans cette première journée-là. Donc, un dispositif d'accueil très, très minimaliste, que ce soit dans la petite entreprise ou dans la grande entreprise, on n'avait pas vu de différence, du moins dans ce groupe-là. Évidemment, la formation est directement une formation à la tâche, donc sur le poste de travail, qui varie de quelques minutes à quelques jours, effectivement. L'utilisation donc des vidéos, des modules de formation en ligne va demeurer très, très marginale dans le cas de ces emplois. Et c'est surtout grâce aux interactions avec les superviseurs, les collègues. Donc, c'est vraiment par socialisation sur les postes que certains savoirs essentiels à la prévention vont être transmis entre les travailleurs en place et ces jeunes qui amorcent un nouvel emploi. Et ce qu'on constate, c'est que la plupart des conseils qui sont transmis sur le terrain entre les travailleurs en poste et ces nouveaux travailleurs concernent plus particulièrement les méthodes de travail et des consignes de sécurité, comme par exemple, comment je manutentionne des bois dans un escalier abrupt, comment je déplace un baril que je ne suis pas capable de bouger, des consignes de sécurité qui concernent, bon, par exemple, évite de fermer le commerce le soir seul, tu risques il y a plus de situations éventuellement de violences qui peuvent se produire, comment réagit-on dans le cas d'un vol à main armée. Donc, c'est ce genre de situation qui était transmise là, entre les travailleurs en place et les jeunes qui rentraient dans cet emploi. Mais plus globalement, quand on va un petit peu plus loin, on a mené d'autres études où on s'est intéressé davantage, non pas à des emplois de transition ou d'entrée sur le marché du travail chez les très jeunes travailleurs, mais des emplois où les travailleurs qui avaient une qualification particulière par rapport à ces emplois rentraient dans le monde du travail. Et on peut tirer, en fait, 4 constats des conditions d'intégration des nouveaux travailleurs dans ce contexte-là. Et ces travaux, en fait, ont été réalisés dans le secteur des mines, de l'aéronautique, puis quelques exemples aussi tirés du secteur de la transformation du bois et des pâtes et papiers. Donc, ce qu'on peut constater dans ces secteurs-là, en fait, c'est que l'intégration et la formation des nouveaux travailleurs n'est pas quelque chose de ponctuel dans la vie de l'entreprise. C'est vraiment une activité qui fait partie du quotidien. Donc, quotidiennement, on est à intégrer et à former des nouveaux. Donc, il y a quand même une importance de mobiliser plusieurs acteurs dans cet accompagnement de l'intégration. Donc, c'est pas vrai qu'on va, par exemple, plus embaucher des nouveaux au début de l'été ou à des périodes très particulières. Donc, on se rend compte que dans plusieurs de ces entreprises, l'organisation même de la production, des opérations, doit tenir compte de la présence des nouveaux qui sont en cours de formation sur les lignes de production. Et dans ces études-là, on a pu constater qu'il y a effectivement des structures d'accueil et d'intégration qui s'organisent, qui se structurent, et plusieurs d'entre elles sont dans un processus d'amélioration continue. Donc, on prend la mesure de l'importance d'essayer de développer là, des conditions plus soutenantes pour la formation et l'intégration. Donc, on va développer des structures d'accueil un petit peu plus étoffées, le développement aussi de formations théoriques qui sont axées sur la santé-sécurité. On enrichit un peu les contenus. Toutefois, une grosse, effectivement, partie de la formation va toujours concerner l'entraînement à la tâche directement sur les postes de travail, et ce, par jumelage. Et on va aussi travailler un peu plus l'organisation d'une trajectoire de cheminement entre les postes d'entrée vers des postes qui demandent de plus en plus là, de connaissances ou de qualifications. Ce qu'on constate, par contre, dans ces entreprises qu'on a pu visiter, c'est qu'effectivement, c'est que l'intégration ou l'embauche, en fait, de nouveau, va entraîner, en fait, un accroissement de la mobilité interne des travailleurs, ce qui veut dire que dans ce contexte-là,
l'embauche de nouveau fait en sorte qu'on a besoin de former aussi d'autres travailleurs qui vont se déplacer d'un poste à l'autre. Et dans certains cas, on peut observer qu'il y a une certaine pression sur les dispositifs d'accueil et d'intégration qui sont mis en place et sur les acteurs clés qui, dans certains cas, vont peiner à pouvoir assurer ce qui est prévu en termes d'accompagnement, de formation et de suivi à l'intégration. Et ce qu'on a pu aussi constater dans beaucoup d'entreprises, c'est que dans le fond, malgré cette réalité de mobilité interne, on n'a pas de système, en fait, qui permet de capter les incidents et les accidents qui se produisent sur un poste donné lorsque des nouveaux y arrivent, qui pourraient permettre d'orienter différemment un peu le type de formation ou le type de consignes qui sont transmis lorsque les travailleurs arrivent sur ces postes-là. C'est quelque chose qui est très difficile à capter. Troisième élément, c'est vraiment une sous-estimation de ce que nécessite la formation à la tâche sur les postes. Donc, très souvent, les postes d'entrée où on va retrouver les nouveaux travailleurs sont souvent plus complexes à apprendre que ce qu'on peut penser, même s'il s'agit du travail manuel. Donc, on va réduire beaucoup la période de formation, mais dans les faits, la personne va continuer à apprendre pendant plusieurs semaines et plusieurs mois pour pouvoir maîtriser effectivement l'ensemble des tâches associées à ces postes d'entrée. On va se retrouver, évidemment, comme il s'agit de formation à la tâche, que les conditions de production, donc les cadences de production, vont aussi être les conditions dans lesquelles les nouveaux travailleurs auront à apprendre. Alors, il y a un défi, effectivement, je tiens la cadence, j'essaie d'améliorer ou de mieux comprendre comment faire les choses. Il y a une espèce de tension qui peut apparaître à ce niveau-là, et ça limite aussi les situations d'apprentissage, puisqu'on est complètement dépendant du type de production qui est fait actuellement pour développer les apprentissages. Troisième point, une part très, très importante de la formation est assumée effectivement par des travailleurs plus ou moins expérimentés sur les postes, mais qui sont parfois très peu reconnus, en fait, pour ce rôle crucial. Donc, on ne voit pas, finalement, les défis qu'il peut y avoir d'assurer soi-même son travail et sa production, tout en étant en train de faire de la transmission des savoirs, d'accompagner des nouveaux dans l'intégration de leur poste. Donc, c'est un travail de formation qui est souvent invisible dans les entreprises. Finalement, le quatrième aspect concerne vraiment la transition rapide sur les postes, donc les attentes rapides qui sont formulées vis-à-vis des nouveaux travailleurs. Donc, dans plusieurs entreprises rencontrées, il y a effectivement à leur arrivée des cadres, un dispositif qui va effectivement les accompagner, les former, mais dès qu'on sort en fait du dispositif formel de formation, à partir de ce moment-là, les nouveaux vont être intégrés dans une équipe de travail et on va considérer qu'ils peuvent remplacer un expérimenté tout de suite. Donc, on a des attentes en termes de performance et d'efficacité vis-à-vis d'eux qui sont aussi élevées dans la plupart des cas que les travailleurs qui sont en poste depuis bien longtemps. Et là, les nouveaux travailleurs expriment vraiment des difficultés de tenir effectivement ces exigences de production-là dans ce contexte. Donc, cette pression pour produire, elle est fortement verbalisée par les nouveaux travailleurs qu'on a pu rencontrer dans ces études. Et ce qu'on constate aussi, c'est qu'il y a peu de suivi de la structure formelle qui assure l'accueil et la formation et l'intégration de ces jeunes-là. Et on repose beaucoup la responsabilité sur l'équipe en place pour essayer de poursuivre cet accompagnement-là. Donc, si on essaie de faire un peu une conclusion générale sur ce qu'on sait maintenant sur la participation des jeunes sur le marché du travail, donc on sait que cette participation-là, elle est forte, que c'est une jeunesse pour qui le travail reste une valeur qui est importante, mais qui va être quand même en quête d'équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée. Le taux d'adhésion des jeunes aux nouvelles normes, de manière générale, est effectivement très élevé. Et ce qu'on peut constater, ou on peut tirer en fait des études qu'on réalise depuis une dizaine d'années sur cette question, c'est qu'effectivement la prévention des lésions professionnelles chez les jeunes travailleurs va impliquer des actions à différents niveaux, en fait des actions sur les conditions d'emploi elles-mêmes offertes aux jeunes. Donc, est-ce qu'on va les placer parce qu'ils sont jeunes sur des postes comportant plus de contraintes physiques en disant, bon, ben de toute façon, ils ne vont pas rester longtemps sur ces postes-là. Ils sont jeunes, ils sont forts. Donc, ça pose la question sur quel poste on va placer ces jeunes travailleurs. Il y a aussi tout l'enjeu de l'accueil, la formation et l'accompagnement à l'intégration au poste que j'ai pu documenter tout à l'heure. Et peut-être un point, effectivement, qui sort beaucoup aussi de nos travaux, c'est quelles conditions on offre aux travailleurs expérimentés,
et aux superviseurs pour qu'ils puissent réellement accompagner ces jeunes travailleurs dans l'intégration dans leur nouvel emploi. Ces conditions-là peuvent vraiment fragiliser le rôle central qu'ils ont à jouer, à la fois dans la transmission des savoirs, à la fois dans l'encadrement de ces niveaux-là, parce qu'on voit des situations où la charge de travail vient effectivement fragiliser cette capacité-là de superviser, d'encadrer et de former les nouveaux travailleurs. Merci.